Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois David Perroux, auteur, spécialiste de la conscience, formateur et créateur de la méthode MA. Son livre 10 minutes par jour pour penser moins et mieux est paru aux éditions Jouvence. Bonjour David, merci d'avoir accepté mon invitation féerique. Bonjour Valérie, mais avec grand plaisir. Alors, pouvez-vous nous présenter la méthode MA? Bon, peut-être un tout petit peu d'historique. J'ai créé, avant la méthode MA, j'ai écrit et créé un livre pour lequel je donne beaucoup d'ateliers qui s'appelle Devenez génial et qui invite les gens à se reconnecter à leur intelligence intuitive. Et je prétends que c'est très très important aujourd'hui de le faire parce que notre intelligence intellectuelle, celle qu'on utilise le plus, est de plus en plus challengée par les intelligences artificielles. Elle va de plus en plus remplacer les tâches qu'on peut faire avec notre intelligence intellectuelle. Donc, j'invite les gens à développer cette haute forme d'intelligence qui est beaucoup plus créative, beaucoup plus intuitive. Et dans mes ateliers, j'ai une phase, une grande phase. C'est une méthode en 3 étapes, le développement de son intelligence intuitive. Et l'une de ces étapes, elle invite surtout à se vider le mental, parce que l'intelligence intuitive a tendance à se révéler quand elle n'est pas submergée de pensées. Et dans ces ateliers, je commençais à faire des exercices justement pour comprendre ce qui déclenche les pensées excessives et comment s'en débarrasser. Et c'est devenu une partie tellement centrale et tellement pas difficile, mais c'est quelque chose qui n'arrive pas du jour au lendemain. On doit réhabituer notre cerveau à penser différemment. C'est-à-dire qu'on doit déjà être conscient de tout ce qui nous passe par la tête. Donc, il faut, comme le font les gens qui veulent se souvenir de leurs rêves, il faut noter ses pensées. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris cette production mentale, il faut être capable de diminuer la négativité, parce qu'on sait que la plupart de nos pensées sont négatives, donc anxiogènes, et que c'est l'anxiété qui fait accélérer les pensées. Donc, plus on pense de manière négative, plus on pense tout court. Et dans cette production accélérée, on va générer évidemment plus de pensées, plus de négativité, et c'est une sorte de cercle vicieux. Donc, la méthode MA, c'est une méthode basée sur un réentraînement du cerveau pour qu'il pense moins et mieux. Et d'où vient-elle à la base? Alors, elle vient, je l'ai appelée la méthode MA parce que les Japonais ont ce concept que les Occidentaux ont moins, qui est qu'au fait, le vide permet de mettre en valeur les choses. Dans la sagesse japonaise, on le voit avec le zen, avec le feng shui, on utilise beaucoup de vide pour, au fait, mettre la lumière sur ce qui compte vraiment. Et je trouvais justement, quand je faisais ces exercices avec les gens et qu'on espaçait leurs pensées, qu'on jardinait, qu'on enlevait un peu toute cette mauvaise herbe, cette négativité, je trouvais que chaque personne avait des pensées magnifiques et qu'au fait, on faisait ça donnait ce même effet. C'est-à-dire que enlever la mauvaise herbe permet de faire ressortir les fleurs. Et du coup, à qui s'adresse cet ouvrage finalement? À tout le Alors, monde? il s'adresse à toute personne qui pense trop. Et comme c'est le mal du siècle, comme en moyenne, dans notre société occidentale, on pense à peu près à un rythme de 30 000 pensées par jour, alors qu'on devrait être plutôt du côté de 6 000 7 000. J'ose dire qu'à part des gens qui ont déjà fait un énorme travail sur leur bruit mental, que cette méthode sera bénéfique à quiconque. Quiconque est d'accord, finalement, de passer un peu de temps chaque matin
pour réapprendre à son cerveau, à son mental, à penser différemment. Ça peut aussi accompagner des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, mais aussi des thérapeutes qui font de l'accompagnement, non? Absolument, absolument. C'est très, très, très valable en entreprise parce que l'entreprise est un environnement stressant où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'anxiété et où finalement l'émergence de cette intelligence intuitive, parce que c'est la conséquence du penser moins, c'est que tout d'un coup, on a des fulgurances intuitives, on a des idées qu'on n'avait pas avant, on a une sorte de créativité qu'on n'avait pas avant. Et cette créativité-là, c'est exactement les outils dont ont besoin les travailleurs d'aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que va faire l'entreprise? Elle va les remplacer par des IA. Et le simple fait, parce que ça commence déjà à arriver, le simple fait que les IA commencent à faire votre travail génère tout un wagon de pensées négatives. Donc, ça ajoute au fait à l'anxiété, ce qui fait que vous devenez encore moins performant au niveau de l'intelligence intuitive. Et c'est pour enrayer cette spirale négative en entreprise que la méthode fonctionne vraiment très bien. Ouais. Et comment bien l'utiliser? C'est important de s'accorder un tête-à-tête avec soi, non? En fait, c'est la seule règle. On ne peut pas mal faire cette méthode. Cette méthode est facile. Elle demande simplement de noter ce qui nous passe par la tête et puis de se relire de temps en temps pour reformuler ce qui est négatif. On sait que le cerveau a de toute façon un biais de négativité, donc cette méthode vise simplement à remettre l'église au milieu du village en supprimant, mais ça peut être très fin, hein. Quelqu'un qui dit « je ne saurais jamais parler l'anglais » peut reformuler par « pour l'instant, je ne sais pas parler l'anglais ». Donc, on n'est pas dans la méthode Coué. C'est une méthode très simple. Mais là, ça fonctionne que si on s'accorde vraiment ce temps pour soi, qui ne dépasse pas 10 minutes. Des fois, j'ai des personnes qui le font en 5 minutes, surtout quand elles en ont pris l'habitude. Mais ce qui est vraiment important, c'est de le faire sur la durée. Parce que, en réalité, il faut comprendre que pour changer quelque chose, il faut agir sur la neuroplasticité du cerveau, qui en soi est une bonne nouvelle. Ça veut dire que toute habitude peut être changée et à tout âge, mais c'est une question de temps. C'est comme si vous vouliez apprendre à jouer au tennis et vous ne savez pas jouer. C'est pas parce que je vous montre comment faire les coups qu'ils vont venir tout de suite. Ils vont venir avec du temps. Alors là, contrairement à l'apprentissage du tennis, on ne parle pas en années, on parle en jours et en mois. Moi, je prétends qu'après l'utilisation de la méthode MA, le carnet est fait pour être pratiqué durant 2 mois. Et pour la majorité des personnes, après 2 mois, elles ont reformaté leur façon de penser. Et on dit qu'il faudrait 21 jours. Qu'en 21 jours, le cerveau peut déjà transmuter, c'est ça? Alors, c'est une fourchette. Le minimum, ce serait 21 jours, ou en tout cas, le minimum, c'est même, on y arrive des fois même plus rapidement. Moi, je pense que miser sur 21 jours, c'est risqué parce qu'on a fait le gros du travail, mais on n'est pas sûr que la neuroplasticité agit pleinement. On sait que si on va plus loin, c'est-à-dire que si on fait 3 fois ce temps, donc on est plutôt à 2 mois de pratique, là, les études le montrent, à moins d'avoir vraiment un cerveau qui est déjà entamé par une maladie neurodégénérative ou autre chose, si on a un cerveau sain, avec ces 66 jours, avec 2 mois, on est certain que les nouvelles connexions neuronales ont été faites. Avec 21 jours, on prend le risque d'arrêter trop tôt. Donc moi, j'ai d'ailleurs un passage après les 21 jours dans le carnet où j'encourage les gens à continuer parce que c'est vrai que le problème qu'on peut avoir, c'est qu'on a fait tellement de progrès en 21 jours qu'on a l'impression qu'on y est. Or, il faut ancrer ça encore. Donc ça prend encore un peu plus de temps. C'est comme tout, c'est la régularité en fait. C'est la régularité. Après, moi, je conseille 2 mois. Mais en réalité, les gens qui ont pratiqué et qui ont réussi à pratiquer sur les 2 mois, ils n'ont plus envie de s'arrêter souvent. C'est ça. Parce que ça devient
rituel quotidien qui fait du bien. Et puis, on se sent tellement plus léger quand on s'est délesté de toutes ces pensées et de toute cette négativité qu'on n'a pas envie de prendre le risque d'arrêter l'exercice et en se disant ça pourrait revenir. En réalité, c'est très bien de continuer, mais souvent le cerveau a tellement pris l'habitude de reformuler qu'il va le faire sans même que vous lui donniez Oui. ces 10 minutes. C'est-à-dire que les gens qui ont fait les 2 mois, ils se rendent compte que quand une pensée négative surgit, je ne sais pas, une peur, comme par exemple, mon fils est parti en moto et il risque de lui arriver quelque chose, il reformule tout de suite. Le cerveau identifie tout seul la pensée négative et entame la reformulation de manière automatique. Vous parliez de rituels, c'est quelque chose que vous abordez dans votre ouvrage. Moi, ça me parle énormément puisque avec ma couleur féerique, je pratique des rituels quotidiennement, notamment sur la gratitude. Expliquez-nous pourquoi cette importance. Le rituel fait toute la différence. Le rituel va plaire au cerveau parce que vous allez lui consacrer un moment et dans ce moment-là, vous allez mettre des choses qui lui font plaisir. Donc ça peut être, par exemple, pour la méthode MA, on a fait exprès de faire un très très beau carnet. Donc rien que le fait d'avoir le carnet, de le prendre en main, c'est agréable. Après, je préconise de le faire avec un thé ou un café. J'ai mis dans le livre des très belles citations. Donc, c'est quelque chose que finalement, on donne au cerveau une récompense et on lui fait prendre une habitude. C'est à ça que sert le rituel. Et du coup, ça ne devient plus une pratique forcée, mais ça devient une pratique dont on se réjouit. Et c'est sûr qu'on ne tient pas 2 mois si on ne se réjouit pas de sa pratique quotidienne. Donc, c'est pour cela que d'en faire un rituel, c'est absolument indispensable. Sinon, les risques d'arrêter à 21 jours ou même avant sont trop grands. Qu'est-ce qui est une pensée négative ? Dans le livre, dans la méthode MA, je l'explique bien, il y a beaucoup de catégories de pensées négatives. Mais en gros, c'est toutes les pensées qui vont nous diminuer ou nous empêcher de faire quelque chose ou nous amener de la peur. Donc, quand on analyse une pensée, si elle n'a pas pour but de nous amener vers quelque chose de plus grand, elle est souvent entachée de ce biais de négativité. Et les gens s'en rendent plus compte. Mais par exemple, voilà, on prenait l'exemple de l'anglais avant, d'entendre des gens qui parlent anglais et puis immédiatement de se dire ah, ils ont de la chance, moi, j'y arriverai jamais. C'est courant, mais ça, c'est vraiment une pensée négative et très limitante parce que tant qu'on a ce programme du j'y arriverai jamais, où je suis pas assez bien, où les autres sont meilleurs que moi, où il va arriver quelque chose si j'entreprends cela, tant qu'on a ce programme qui tourne en arrière-plan, ça nous sabote toute nouvelle initiative. Donc ces pensées négatives, elles sont puissantes. Et comme je dis, il y a plusieurs catégories. La plus grande catégorie, c'est les croyances limitantes. C'est vraiment de penser que parce qu'on a atteint un certain âge, parce qu'on a un certain niveau d'éducation, parce qu'on a une certaine expérience, parce qu'on a eu des gens qui nous ont jugés par le passé ou qui nous ont critiqués, simplement de penser qu'on n'est plus capable ou pas capable de faire certaines choses. Et à quel moment vous vous êtes intéressé à la physique quantique, aux neurosciences, à tous ces domaines ? Je m'intéresse particulièrement, ma spécialité, c'est les sciences noétiques, c'est-à-dire c'est les sciences de la conscience. Et c'est vrai, ces sciences-là comprennent les neurosciences, la physique quantique, la cosmologie, cosmogonie. Et ça, je m'y intéresse depuis que je suis adolescent. Donc, ça fait vraiment longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté d'étudier, de mettre en pratique certains outils dans votre quotidien ? D'étudier la conscience, ça m'a permis d'apprendre déjà plein de choses sur notre monde, sur notre réalité, sur ce qu'on est réellement en tant qu'être humain, qu'on n'est pas seulement notre mental, mais qu'il y a aussi une conscience plus large qui survit
à l'existence de notre forme matérielle. Ça, on le voit bien dans les études sur la conscience. On étudie les états de conscience non ordinaires, comme les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps, les dons de médiumnité, de clairvoyance, clairaudience. Donc, on voit bien que la conscience, elle est plus large que ce qu'on peut comprendre quand on a fait des études traditionnelles. Et ça ouvre le champ des possibles, donc c'est déjà assez merveilleux. Puis ensuite, le fait d'apprendre tout ça, ça m'a donné envie de pratiquer, donc d'essayer d'atteindre moi-même des états de conscience qui sont autres que cette voix qu'on entend constamment dans la tête. Et la pratique m'a permis de développer cette fameuse intelligence intuitive dont je vous ai parlé avant, qui est si importante dans le monde professionnel, mais pas que. Et de développer cette intelligence intuitive, ça m'a permis de devenir écrivain, parce que j'ai soudainement eu déjà l'intuition que je devais écrire des romans. Puis ensuite, quand j'écris des romans, je suis en lien avec cette intelligence intuitive qui m'envoie des images qui sont les scénarios de mes romans. Donc, ça apporte beaucoup. Et vous avez utilisé notamment la méditation. Vous pratiquez la méditation ? Dans mon livre « Devenez génial », qui est en fait ce livre ou cette méthode que je pratique aussi beaucoup en atelier, où j'apprends à se connecter à son intelligence intuitive. La méditation en fait partie, mais je dis toujours que c'est la piste noire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait quand on maîtrise déjà plein d'autres choses. Et parmi ces autres choses, il y a les pensées. C'est justement pour ça que j'ai créé la méthode MA. Parce que pour moi, les pensées, la maîtrise des pensées, la diminution des pensées, l'espacement des pensées vient nettement avant la méditation. Parce que la méditation, c'est finalement être capable de s'asseoir à un endroit et de ne penser à rien. Et beaucoup de gens font de la méditation, mais ils s'assoient à un endroit et leur mental continue à tourner à toute allure. Donc oui, la méditation fait partie de ma pratique, fait partie de ce que je recommande, mais pas à pas. Et pour moi, aller directement vers la méditation, si on n'est pas habitué, si on n'a pas quelqu'un qui peut nous enseigner justement d'y aller gentiment et des techniques pour arrêter de penser avant, je pense que voilà, on brûle les étapes et on rend la méditation inconfortable et ça peut donner, finalement, ça va donner envie à notre cerveau de résister et de ne pas la faire. Vous avez raison, puisque effectivement, beaucoup de personnes disent qu'ils n'arrivent pas à se poser. C'est pour ça que, de mon point de vue, je pense qu'il y a plusieurs formes de méditation. Il n'y a pas uniquement la méditation en position du lotus, mais d'autres façons de méditer, des méditations plus courtes, des méditations de visualisation, des méditations guidées. Et moi, je vous avouerai que la manière dont je médite le mieux, c'est quand je suis allongée dans mon lit. Et je m'autorise à m'endormir éventuellement lors de cette méditation, parce que je sais que quoi qu'il arrive, mon cerveau recevra de bonnes informations. Et puis, il m'arrive de faire des méditations plus courtes, même en marchant. Voilà. Mais maintenant, c'est parce que mon cerveau est habitué depuis des années. Exactement. Ouais, c'est la clé. Et c'est sûr que, par exemple, quand vous faites de la méditation guidée, c'est effectivement une bonne première étape. C'est-à-dire que, vu que quelqu'un vous parle, vous parlez moins à vous-même et ça aide beaucoup. Ouais, c'est ce que je recommande, moi, pour débuter, quand les gens me disent: «Mais moi, je peux pas réciter comme ça des mantras ou faire le vide». Donc effectivement, de choisir une méditation guidée, vous êtes amené à vous laisser porter finalement. C'est ça. Et maintenant, vous pouvez aussi leur recommander de faire un travail sur leurs pensées, même avant de commencer la méditation guidée. Pour moi, ça va dans ce ordre. On commence. Exactement. Il y a deux choses. Il y a deux choses faciles. Il y a deux choses que je trouve. On est plutôt dans la piste bleue, si on reprend l'analogie au ski avec la piste noire pour la méditation. Avec la méditation guidée, on est probablement dans la piste rouge. Et dans la piste bleue, il y a deux choses que moi je préconise. C'est justement ce travail sur ses pensées, qui est facile à faire. Il ne demande pas d'expertise particulière ni d'entraînement particulier. Et puis l'autre chose, c'est de s'assurer qu'on soit bien, que notre corps soit bien en mode parasympathique.
Donc, je parle beaucoup dans ma méthode pour accéder à son intelligence intuitive, de comprendre les différents modes que le corps peut avoir, et je donne des techniques pour passer du mode alerte, hein, le mode qu'on appelle sympathique, au mode parasympathique, au mode calme. Parce que là, déjà, il y a un effet dans le cerveau qui fait qu'on pense 10 fois moins. Donc, c'est sûr que déjà de faire le switch off, ce que vous faites probablement quand vous vous couchez, parce que quand on se couche, c'est un signe qu'on va se mettre au calme, ben ça aide beaucoup. Donc voilà, il y a des techniques qui passent essentiellement par la respiration, mais pas que. Il y a des techniques pour apprendre à mettre son corps sur off, et j'en parle dans la méthode MA, et pour moi, c'est quelque chose de très important à faire. C'est vraiment les Anglais appellent ça les low hanging fruits. Ça veut dire que quand vous avez un pommier et puis que vous voulez faire une tarte aux pommes, commencez par celles qu'on arrive à prendre depuis le bas sans avoir besoin d'une échelle. Puis ensuite, on peut les chercher. Elles sont peut-être meilleures un peu plus haut parce qu'elles ont eu plus de soleil. Mais donc ensuite, on peut prendre l'échelle puis aller chercher le reste. Mais il faut commencer par le début. Sinon, et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de gens, surtout s'ils ne sont pas accompagnés, ils se poussent dans une difficulté qui est trop élevée et ils abandonnent. Exactement, ça après, bloque. Ils disent, c'est pas pour moi. Ça bloque et ça crée une frustration en plus. Exact, ouais. Si vous deviez définir la vie en quelques mots? Pour moi, la vie, c'est l'expérience, c'est expérimenter, c'est surtout ne pas s'enfermer dans quelque chose de répétitif, où j'aimerais ou je souhaite que ma vie soit une succession d'expériences et de choses nouvelles, d'apprentissage pour finalement accumuler autant de savoir que possible, autant d'expériences que possible. Je vous ai demandé de choisir un titre, une chanson qui symbolise pour vous la vie. Vous avez choisi, que je ne dise pas de bêtises, Beautiful Day de U2. Oui, absolument. Déjà, c'est un de mes groupes préférés. Et puis ensuite, je trouve que c'est une chanson éminemment positive et qui prétend que ce jour sera un jour merveilleux et que les autres aussi. Et je trouve que c'est très important de commencer la journée comme ça, parce qu'après, si il arrive des choses qui nous plaisent moins, on est déjà dans un état d'esprit positif et on ne va pas se laisser abattre ou réagir de manière excessive et finalement se dire « Ah mince, c'était vraiment une sale journée ». Tout à fait, c'est effectivement mettre une jolie couleur, une belle énergie dès le matin. Et moi, je commence par la gratitude, déjà de remercier d'être en vie, et j'accueille avec joie tout ce que la vie va m'offrir dans cette journée, même si parfois il y a des épreuves qui nous arrivent, des choses plus ou moins difficiles. En tous les cas, je suis déjà dans un accueil différent que si je me lève en bougonnant, ça c'est certain. Absolument. Alors, vous êtes à l'écoute de votre intuition, ce que vous nous disiez en tout début. Êtes-vous à l'écoute de votre âme et de votre cœur? Parce que pour moi, je différencie les trois. Alors, la réponse, c'est oui. Je réfléchis sur la différenciation parce que je me demande d'où l'intuition vient. Enfin, je me demande pas, je l'explique dans mon livre Devenez génial. Et on voit au fait que l'intuition, c'est souvent connexion avec quelque chose de plus grand, donc ça peut être l'âme, et que cette connexion, elle se fait à 3 endroits en particulier. C'est notre cerveau, nos tripes et notre cœur. Donc, j'ai l'impression que finalement, votre question contient la réponse. C'est-à-dire que si on est connecté à son intelligence intuitive, on est certainement connecté à son âme et à son cœur. Pour moi, effectivement, l'intuition, c'est la voix de mon âme, en fait, et elle passe à travers mon corps pour me transmettre des informations. Exact, ouais. Mais comme on a tous une sensibilité différente, une approche différente, c'est toujours intéressant d'entendre le point de vue de d'autres personnes. Comment parvenez-vous à savoir justement que c'est votre âme qui vous parle et non votre ego?
Alors ça, c'est aussi un chapitre et un thème que je traite abondamment dans mes ateliers. On a déjà un élément de réponse par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que l'intelligence intuitive, elle nous provient, vous l'appelez âme, on peut l'appeler conscience, on peut l'appeler, je pense que ça peut être assez compliqué. Moi qui ai étudié pendant 35 ans la conscience, j'ai juste réussi à identifier que c'était quelque chose d'intemporel, d'immatériel, et qui finalement se mélangeait avec la matière, donc se mélangeait à notre corps sans jamais être complètement associé à lui, et puis se pouvait s'en détacher, soit à la fin de la vie, soit à des moments. Donc, mais puis après, je sais on est dans un univers qui a un champ d'information, qui est même ce champ d'information de l'univers que j'appelle le web de l'univers, que certains appellent les annales akashiques. C'est quelque chose qui est à la base de l'univers. Donc, il y a énormément d'informations. Donc, il y a un échange permanent entre notre conscience ou notre âme. Je sais pas, elles sont probablement différenciées, mais comment, j'ai pas encore compris. Mais elles sont aussi très liées et il y a un échange permanent entre notre conscience, notre âme et ce champ d'information qui sous-tend tout l'univers. Donc, en fait, par notre âme, par notre conscience, on a accès à toute l'information de l'univers. Et comment on le reçoit, c'est ce qu'on a évoqué avant, on le reçoit par le corps. On le reçoit par le cerveau, parce qu'on le reçoit en réalité par nos synapses, ces petits connecteurs entre les neurones. Donc, tous les endroits du corps qui ont beaucoup de neurones peuvent recevoir cette fameuse intelligence intuitive, ces intuitions. Maintenant, le cerveau, lui, génère 30 000 pensées par jour, et au milieu de ces 30 000 pensées par jour, il reçoit des intuitions. Mais c'est très difficile de les séparer. Il y a des techniques, l'intuition est très fulgurante, etc. Donc, quand on a l'habitude, on peut les séparer. Mais si on n'a pas l'habitude, surtout que si l'intuition ne convient pas au mental, il va très vite aussi la déformer. Donc, c'est assez difficile. Par contre, le cœur et l'intestin, les Anglais disent, quand ils reçoivent une intuition, ils disent « I have a gut feeling », ça veut dire qu'ils ressentent quelque chose dans leur tripes. On ressent quelque chose dans le corps. Ça peut être des frissons, ça peut être le ventre qui se resserre, ça peut être le cœur qui s'ouvre ou qui se resserre, ça peut être les battements du cœur qui s'accélèrent, ça peut être la chair de poule. Il y a quelque chose qui vient quand on reçoit une intuition. Et c'est au fait d'apprendre à être à l'écoute de ça qui nous permet finalement de trier entre l'intuition et la production du mental, les pensées. Et du coup, vous êtes très attentif aux signaux que votre corps vous envoie. Oui, c'est indispensable. Hein. Et c'est un entraînement également. C'est-à-dire qu'au début, ça paraît... je fais des exercices dans mes ateliers où je fais ressentir, j'ai des méthodes pour faire ressentir cette fameuse intelligence intuitive dans le corps. Et bon, déjà, on n'a pas tous la même capacité initiale. Il y a des gens qui ressentent tout de suite, qui disent « Waouh, je ne pensais pas que c'était si puissant ». Et d'autres qui sentent rien. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui se passe dans le corps. Qu'on le ressente un tout petit peu ou beaucoup, ça ne change pas grand-chose, mais d'apprendre quand l'effet arrive, de se dire, bah, tiens, là, j'ai reçu de l'information qui n'est pas de l'information produite par mon mental. Puis ensuite, de prendre l'habitude d'aller inventorier ce qu'on pensait à ce moment-là pour essayer de découvrir. Alors, il y a des intuitions qui sont tellement fortes qu'on n'a pas de doute, puis il y en a d'autres, des fois, il faut aller rechercher parce qu'on se dit, tiens, j'ai reçu le signal dans le corps, mais qu'est-ce que j'ai reçu comme information? Et là, il faut un peu aller inventorier ce qui s'est passé dans notre cerveau à ce moment-là. Et puis, parfois, quand on a des bobos, c'est qu'on n'a pas su entendre, enfin, de mon point de vue, ce que l'âme voulait nous transmettre. Et ça nous permet aussi de ralentir et de faire le point sur notre vie, sur ce qu'on souhaite profondément et qu'on n'est peut-être pas dans le bon axe. Mais disons, il faut comprendre que c'est d'une logique déconcertante, c'est-à-dire que l'intelligence intuitive qui nous provient justement de notre conscience ou de notre âme,
c'est une sorte de guide très important. Elle va nous permettre de faire bien des choses, mais elle va nous guider sur la voie qui est la plus juste pour nous. Et puis, une fois qu'on y est, elle va continuer à nous aider. Là, quand l'intelligence intuitive m'a guidé de passer de chef d'entreprise à écrivain, ensuite, elle ne m'a pas abandonné. Chaque fois que j'écris mes livres, j'ai le droit à mes scénarios, etc. Donc, c'est une information qui est là, qui est faite pour nous guider. Notre mental n'a pas cette intelligence-là. Notre mental, il fonctionne à un autre niveau. Et son rôle principal, c'est de nous éviter des problèmes. C'est de nous éviter des dangers, de nous maintenir en sécurité. Et il faut bien comprendre que si on travaille qu'avec le mental, on va, à force d'éviter des problèmes, on va s'en créer parce qu'on va se couper de cette intelligence intuitive qui, elle, nous guide. On va juste se maintenir en sécurité, mais couper complètement d'informations qui nous sont essentielles, on va finalement se mettre en danger. Donc, il y a un réel danger à toujours tenter de se garder dans une bulle sécuritaire, ce que fait notre mental. Si on s'ouvre à l'intelligence intuitive, on va avoir cette information qui nous permet justement d'aller là où on doit aller. C'est un peu comme finalement essayer d'aller... Si on se coupe de l'intelligence intuitive, si on ne l'écoute pas, c'est un peu comme d'essayer d'aller dans une destination qu'on ne connaît pas sans GPS. Donc, on n'a ni la destination, ni les jalons pour arriver à cette destination. Donc, immanquablement, ça va créer des soucis. C'est-à-dire qu'on va se tromper de route, on va arriver dans un chemin qui n'est pas fait pour notre voiture, qu'on aurait dû prendre à vélo ou à pied. Et puis, on va casser la voiture ou on va casser une partie de la voiture. Et si on s'obstine, si à un moment donné, on se dit « Ouh là, c'est pas la bonne route, je fais demi-tour », tant mieux, on aura peut-être un petit dégât. Et puis, si on s'obstine, on se dit « Non, je vais forcer », puis ça passera quand même. Là, on s'expose à des choses plus sérieuses. C'est rien que de la logique. Oui, mais ça demande de la pratique. Ça demande de la pratique, ouais. Mais de comprendre le phénomène, pourquoi finalement, si on n'écoute pas son intelligence intuitive, on va avoir des pépins, que ce soit des pépins sentimentaux, physiques, professionnels, ça découle du bon sens. Moi, je parle beaucoup de questions de fréquence, en fait, la fréquence de mon âme, la fréquence de mon ego, de mon mental, voilà. Et c'est une bascule quotidienne, en fait. Absolument. Entre l'un et l'autre. Et En fait, tous ces termes sont justes parce que la fréquence de vos pensées n'est pas la même que la fréquence de votre intelligence intuitive. L'intuition arrive sur une autre fréquence que la production mentale. C'est tout à fait vrai. Et comme vous disiez, le petit vélo là qui mouline dans la tête, notre ego, il est important parce que c'est aussi notre protecteur. Mais comme je dis toujours, il doit, de mon point de vue, attention, il y a autant de vérité que d'individus, rappelons-le, c'est important, on ne fait aucun prosélytisme, on partage des points de vue, mais en tous les cas, il doit rester le copilote de mon âme. Mais souvent, il veut dominer, il veut driver. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, ça nous limite. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, avec le fait qu'on a chacun un point de vue, chacun sa vérité. Alors oui, on peut se faire un point de vue, on peut se faire une vérité, mais je pense que, et je peux le dire après plus de 30 ans d'études sur les sciences noétiques, que la vie fonctionne d'une manière qui est assez claire et qu'on peut l'interpréter à sa façon, mais ça ne va pas changer la façon dont cela fonctionne. Et ça fonctionne effectivement avec des niveaux de fréquences différentes, avec une production mentale, parce qu'on a une conscience mentale, elle est autogénérée par notre cerveau, ça existe, elle est surdéveloppée, mais on a une autre conscience ou un autre niveau de conscience qui est, lui, externe au corps humain, au cerveau, etc. Et avec tout ce que j'ai étudié de manière scientifique, je suis convaincu que ça, ce n'est pas une question d'interprétation. C'est comment on fonctionne de la même manière que votre téléphone cellulaire fonctionne avec du logiciel qui est à l'intérieur du téléphone et une connexion avec l'extérieur, avec le cloud, avec le web. Ça, c'est pas
on peut l'expliquer différemment, mais de dire « Ah non, c'est pas vrai, ça fonctionne que d'une manière ou que de l'autre », je pense que c'est un fait qui devient... En fait, ce serait un peu... On se retrouverait à l'époque où les gens disaient que la Terre était plate et puis d'autres disaient oh, je pense qu'elle est ronde. On ne peut pas dire que tout le monde a raison. On sait maintenant. Je sais qu'il y a encore un village un Gaulois d'irrésistible qui pense que la Terre est toujours plate de nos jours, mais on peut plus dire ça. Pour ce qui est de la façon dont on fonctionne, je pense qu'également on a franchi un seuil aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît. C'est difficile de dire que on fonctionne. Alors, on va encore découvrir des choses, donc c'est pas complet. Ce qu'on explique, c'est pas complet, mais de revenir en arrière et de dire que cette intelligence intuitive, que cette façon de fonctionner sur deux fréquences différentes ou sur des fréquences différentes, qu'on reçoit de l'information d'un champ d'information plus vaste, je pense que de nier ça, c'est pas une question de point de vue, c'est une question d'ignorance plus qu'autre chose. Merci pour ce rappel. N'étant pas scientifique, je laisse libre chaque auditeur. Vous parliez que votre intelligence intuitive vous a amené à beaucoup de créativité, et effectivement, elle a une place importante. On voit avec les nombreux romans que vous avez écrits. Que vous offre-t-elle quotidiennement cette créativité ? Elle fait que je peux exercer mon nouveau métier, qui est celui de romancier. Sans cette créativité, sans cette intelligence intuitive, je ne pourrais pas, ou alors je pourrais écrire des romans, mais qui ne se vendraient pas comme se vendent des romans qui sont créés de cette manière-là. Donc, pour moi, elle est essentielle, c'est mon outil de travail. Et quand vous créez, est-ce une façon aussi de vous sentir bien vivant dans l'instant présent, de vivre de manière ancrée ? Si vous voulez, dès le moment où vous développez votre intelligence intuitive, vous recevez beaucoup plus ce que j'appelle moi les ici, c'est-à-dire de l'intuition, de la créativité et de l'innovation. Quand vous recevez ça, qu'est-ce que vous en faites ? Je veux dire, ça, on ne peut pas avoir soudainement les images d'un roman et ne pas l'écrire, l'idée de faire quelque chose et pas le faire. Donc, immanquablement, plus vous développez votre intelligence intuitive, plus vous allez faire des choses, créer. Alors, ça n'a pas besoin d'être des livres, hein, ça peut être des créations totalement différentes. Créer des événements, créer des liens, créer une ambiance. Enfin, il y a plein de choses que l'on peut créer. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est des machines à créer. C'est-à-dire qu'on reçoit sans arrêt l'impulsion de créer. Et que si on n'a pas ces impulsions, c'est qu'on est coupé de l'essentiel. Je dis toujours, c'est la créativité qui me maintient en vie. Mais oui, parce que la créativité, c'est la vie. Vous avez choisi un titre, Starlight, pour symboliser justement cette créativité de Muse. Oui, absolument. Parce que je trouve que cette chanson est vraiment est composée de manière très, très originale, avec beaucoup d'effets qu'on ne trouve pas ailleurs. Et je reconnais là l'essence de l'intelligence intuitive. J'ai hésité avec une chanson que je passe presque dans tous mes workshops, dans tous mes ateliers. C'est la chanson de Coldplay qui s'appelle We Pray, parce que j'ai une interview que je partage aussi dans mes ateliers où Chris Martin, le chanteur de Coldplay, dit comment il a créé cette chanson. Et au fait, il dit qu'il était dans sa chambre d'hôtel à Taïwan après un concert, qu'il s'est endormi et qu'à 3h du matin, il a été réveillé par ce que j'appelle une intuition. C'était cette chanson. Et la chanson lui dit, je m'appelle We Pray, il faut que tu sortes du livre et que tu me captures. Et il dit, c'était incroyable parce qu'en 10 minutes, j'avais la musique, les paroles et la façon de la jouer sur scène. Et je donne dans mon livre beaucoup d'exemples comme ça de créations qui ont été faites ultra rapidement
parce que cette intelligence intuitive est tellement fulgurante qu'elle... Mais avec Starlight de Muse, c'est typique, c'est quelque chose, on sent que ça n'a pas été fait auparavant, que c'est une création originale. Et c'est d'ailleurs ce qui différencie vraiment les artistes qui utilisent leur intelligence intuitive des artistes qui utilisent leur mental. Et utiliser son mental, c'est un peu comme créer avec une intelligence artificielle, c'est créer sur quelque chose qui existe déjà. Donc, on est plus dans la recomposition, du patchwork, alors qu'avec une chanson comme Starlight, on est dans la création d'une œuvre originale. Et aujourd'hui, qui est David Perroux? Oh, j'ai un peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à être créatif. J'écris mes romans, j'écris mes livres, et puis une autre partie de ce temps, et là je parle de ma vie professionnelle, qui se mélange beaucoup avec mes loisirs aussi, mais et une autre partie de ce temps, je le passe à enseigner, à aider les gens justement en animant des workshops, des ateliers, à atteindre cette fameuse intelligence intuitive qui change pratiquement tout dans leur vie. Donc voilà, après, autrement, j'ai évidemment mes loisirs, ma vie privée, mais dans ma vie professionnelle, c'est vraiment ça qui domine. Et est-ce que votre petit David vous parle? Ça lui arrive, ça lui arrive. C'est l'avantage d'être à l'écoute, parce que l'intelligence intuitive, c'est quelque chose de très discret. Et du coup, vous êtes vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe en vous. Et vous recevez aussi des messages qui proviennent de ce que vous appelez le petit David, qui traverse un peu les années dans le travail vers l'intelligence intuitive. Vous faites le retour vers des moments, quand vous parlez du petit David, vous parlez peut-être aussi des moments dans la vie qui ont pu entraîner des traumatismes qui soient bénins ou plus importants, mais qui ont appris au petit David à se comporter d'une certaine façon, une façon qui était utile lorsqu'il a appris ça, mais qui est limitante aujourd'hui. Et ça fait vraiment partie, quand on développe son intelligence intuitive, quand j'accompagne des gens, ça fait vraiment partie du travail, c'est-à-dire de comprendre si à un moment donné, il y a des croyances limitantes qui restent de l'enfance ou de l'adolescence ou d'ailleurs, mais qui restent et puis qui nous empêchent finalement. Ces croyances limitantes, elles vont immanquablement régir notre cadre de pensée. Et qui dit cadre de pensée dit cadre. Et le cadre, c'est quelque chose qui nous limite, justement. Et se limiter, c'est mauvais pour la réception de son intelligence intuitive. Donc, ça fait partie du processus que de comprendre ces cadres et puis d'essayer de les rendre malléables. Et du coup, il y a cet échange entre le grand et le petit. Et que se disent-ils? Il n'y a pas vraiment d'échange, non. Il y a une compréhension. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler à leur enfant intérieur. C'est pas trop mon truc. Quel regard posez-vous sur votre chemin, sur votre parcours? Un regard très apaisé. J'ai l'impression que j'ai fait un parcours qui était logique pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu une progression lente. Il y a des gens qui ont tout de suite l'accès à cette intelligence intuitive, la fibre créatrice. Moi, il a fallu que je comprenne tout ça, que j'expérimente des choses beaucoup plus matérielles d'abord. Et le changement s'est fait de manière très lente et très progressive. Mais je suis totalement OK avec ça. Vous êtes attentif aux signes de la vie, puisque vous êtes attentif à votre intelligence intuitive, mais est-ce que vous êtes attentif aux signes de la vie? Est-ce que vous auriez de jolies synchronicités à nous partager? Si vous voulez, pour moi, les synchronicités, c'est une forme d'intelligence intuitive. C'est-à-dire que j'ose même prétendre, mais ça c'est plus une interprétation personnelle, mais quand votre intelligence intuitive essaye de vous communiquer quelque chose et que vous ne l'entendez pas, elle va, avant que vous arriviez dans la route non asphaltée dont on a parlé avant, qui pourrait cabosser la voiture, elle va essayer d'autres biais. Et parmi ces autres biais, il y a les rêves, donc les gens qui essaient
de se souvenir de leurs rêves, ils risquent de trouver 2-3 pépites d'intelligence intuitive dedans. Et il y a les synchronicités. Les synchronicités sont vraiment très importantes. Elles aident vraiment. Personnellement, je pense que j'ai toujours été assez intuitif et du coup, j'ai pas souvenir d'immenses occasions où il y a eu de la synchronicité. Mais par contre, j'ai des anecdotes qui concernent mes proches ou mes amis qui sont flagrantes et j'ai beaucoup de... Je trouve que les synchronicités ont beaucoup de valeur et c'est vraiment une aide incroyable vers le chemin de son intelligence intuitive. Ouais. Ouais, ce sont de véritables éclairages. Absolument, ouais. La mort fait peur pour beaucoup, pour beaucoup. Comment accueillir ces peurs et les dépasser? Alors, il y a les techniques dont vous avez parlé, et notamment avec la méthode MA, mais il est bon aussi d'accueillir, parce que de refouler, certains vont transmuter, mais sans prendre un temps aussi, je pense, d'accueil. Sinon, ça va ressortir, si c'est mal transmuté, en effet cocotte minute, à un moment, pas au bon moment finalement. Disons, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas transmuter. C'est-à-dire, pour moi, on transmute ou on transmute pas. Le processus, s'il est mal fait, il va amener à une non-transmutation. Donc la peur, finalement, elle va toujours être là. Quand je vous parlais de la méthode MA, par exemple, ce qui ne fonctionne absolument pas, c'est la méthode Coué. C'est-à-dire que vous avez peur de la mort, puis se répéter chaque matin, j'ai plus peur de la mort, j'ai plus peur de la mort. Vous pouvez faire ça pendant 3 mois, tous les matins. Vous aurez toujours peur de la mort parce que vous êtes en train de donner un narratif à votre cerveau qu'il ne croit pas du tout. Donc c'est sûr qu'une peur, elle peut être transmutée que si... Pour moi, il faut 2 conditions. La première condition, c'est d'avoir identifié la peur. Ça, c'est très important. Et ses mécanismes. C'est-à-dire qu'une peur, elle est souvent associée de tout un mécanisme pour justement l'isoler ou la cacher. Puis elle surgit d'une manière différente de la cause réelle. Donc, pour moi, il faut faire cet exercice qui est un exercice assez simple que je propose aussi dans mes ateliers, mais de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a à l'origine. Et puis, une fois qu'on a compris ce qu'il y a à l'origine, c'est d'y aller par la reformulation, mais petit à petit, vraiment petit à petit. Parce que oui, j'ai vraiment, en tout cas d'expérience, j'ai remarqué que tous ceux qui vont trop vite, tous ceux qui ont « Ah, j'en ai marre de cette peur, je la veux plus, je la mets à la poubelle », en fait, c'est ce que vous dites mal transmuté, mais c'est en réalité pas transmuté. C'est-à-dire qu'on se raconte une histoire à laquelle on ne croit même pas. Et le fait d'écrire ce que vous proposez dans votre ouvrage, je trouve que c'est génial parce que c'est une manière aussi d'extérioriser. Absolument, puis c'est la manière d'inventorier. Quand je vous disais avant, il faut aller rechercher la cause. La cause, elle va se retrouver dans cette production, dans cette extériorisation de ce qui se passe dans votre tête. Parce que dans votre tête, il y a tout le mécanisme de défense qu'il y a autour de la peur, il existe. Et puis, il tourne en boucle. Donc, à force d'extérioriser, d'inventorier, finalement, la solution va apparaître de manière assez facile. Et le mécanisme qui avait l'air inconscient parce que justement, on n'avait pas prêté attention à tous ces éléments, une fois qu'il aura été sorti, il sera clair comme de l'eau de roche et on aura déjà fait la moitié du chemin parce qu'on aura déjà compris d'où provient la peur qui nous pourrit la vie. Et alors, pour vous, que représente la mort? Un passage. C'est sûr que avec mon bagage en sciences noétiques, j'ai été amené à être exposé à beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des EMI, des expériences de mort imminente. Et j'ai remarqué 2 choses. Déjà, toutes les personnes qui ont vécu ça, à quelques exceptions près, mais pratiquement la vaste majorité des personnes qui ont vécu une expérience comme celle-là, n'ont plus peur de la mort. Ce qui m'amène à penser que finalement, la peur de la mort est due au fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, ou on imagine des choses. Mais pour ceux qui l'ont réellement vécu, la peur a disparu, ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis, la deuxième chose qui ressort, c'est clairement un passage, une continuation. C'est-à-dire qu'on parlait de cette
dualité qu'on a de notre vivant. Et j'aime bien prendre l'analogie du téléphone cellulaire, du téléphone portable, en disant qu'on a une mémoire qui est à l'intérieur du téléphone, mais normalement, si tout se passe bien, si le téléphone est bien configuré, elle est synchronisée avec une conscience, avec le cloud, avec une conscience externe, avec notre âme. Et là, on se rend compte, lors du passage de la vie à la mort, que au fait, on garde tout. On garde tout ce qui fait de nous les personnes qu'on était. Ce qu'on perd, c'est le côté matériel, mais c'est souvent un soulagement. Vous avez choisi un titre, Run, c'est ça Alors moi, je ne connaissais pas, personnellement. No Patrol. Pour symboliser la mort, pourquoi ce titre? Moi, je trouve que c'est une chanson qui parle de courir après la vie et puis finalement d'arriver à la fin en ayant eu l'impression de courir toujours après quelque chose. Et je trouve que ça symbolise bien ce que peut représenter la vie et la fin de vie si on reste dans l'option du hamster, c'est-à-dire qu'on tourne en rond dans sa tête sans jamais finalement vivre pleinement la vie et s'ouvrir à toutes ces expériences et tout ce potentiel créatif et intuitif que l'on a. Vous avez abordé en tout début d'émission les annales akashiques. Est-ce que vous croyez aux vies passées, à la vie après la vie, du coup? Est-ce que vous êtes très sensible à ça, le fait d'avoir étudié? En fait, le fait d'avoir étudié, et là je prends une casquette totalement scientifique, mais vous l'aurez compris, c'est quand même assez mon point de vue, même si j'expérimente beaucoup. Les annales akashiques ne donnent pas forcément de l'eau au moulin de la réincarnation. C'est-à-dire que, et j'en avais parlé avec une des personnes qui a découvert scientifiquement les annales akashiques, c'est Erwin Laszlo, qui me disait, finalement, les gens qui témoignent de se souvenir des vies antérieures, comment sais-tu que c'est une vie antérieure ou qu'ils ont été puisés l'information d'une vie qui ne leur appartienne pas dans les annales akashiques? Parce que des témoignages de vie antérieure, il y en a. Donc, ça devrait, en tout cas en sciences noétiques, on dit que quand il y a des témoignages concordants, on parle de plusieurs centaines, parce qu'on est sur des études statistiques, mais quand il y a des témoignages concordants, on doit accepter ça comme un fait. Et des témoignages concordants de souvenirs de vie antérieure, il y en a beaucoup. Donc, la probabilité que ça existe, elle est très forte. Mais c'est vrai qu'il y a cette nuance qu'Erwin Laszlo m'avait fait remarquer, c'est que dès le moment où on postule de l'existence des annales akashiques, d'un champ d'information universel, comment savoir si on va puiser dans des informations qui nous concernent nous personnellement, ou qui concernent un groupe de personnes, ou qui concernent l'humanité? C'est là où ça devient difficile. Qu'en est-il de l'individualité après la mort? Est-ce que c'est le même individu qui qui refait une vie, ou est-ce que c'est un groupe d'individus qui partagent les choses, qui vivent chacun des expériences différentes et ensuite repartagent tout de suite tout ça et repartent? Ça, c'est difficile à dire. Ça, on est dans une partie des sciences noétiques qui est encore très floue, par manque de compréhension de comment ça se passe à ce niveau-là. J'ai eu, pour moi, c'est une chance de remonter dans des vies antérieures, dans mes vies antérieures, et qui m'ont permis de mieux comprendre certaines de mes relations dans cette vie présente. Et du coup, de m'en libérer ou d'aller, de conclure cette parenthèse terrestre avec certaines personnes, parce de vie en vie, on n'avait pas abouti complètement une relation. En tout cas, du coup, vous êtes certaine, là c'est plus je vous pose la question plus par curiosité scientifique, mais vous êtes certaine que vous avez accédé à une vie de votre âme et pas de votre groupe d'âme, par exemple? Alors là, je suis certaine que c'était mon âme. Ça me l'a fait avec plusieurs personnes. Et ma médiumnité m'amène en revanche à voir des choses parfois qui ne m'appartiennent pas, notamment la mémoire des lieux. Je peux rentrer dans des lieux et voir des scènes comme si j'étais au cinéma, et je dirais même plus au théâtre, puisque j'ai parfois les odeurs. Et là, je sais que ça m'appartient pas.
D'accord, Mais ouais, quand ça ouais. m'appartient, il se passe des choses en moi qui me Parce que moi, j'ai permettent. eu pas mal de témoignages aussi de gens qui disent que leur âme se dilue et se refonte après la mort, alors assez longtemps après la mort, et que de parler d'individualité, ça devient très difficile à ce niveau-là. En tout cas, Mais c'est mon ressenti. c'est le ressenti, ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est Mhm. que mon expérience et ma vérité, mais en tout Ouais, cas, ouais. ça m'a aidée et ça a allégé, apaisé, ça m'a permis d'être du coup sur la fréquence de mon âme, qui Ouais, est ouais. celle de l'amour inconditionnel, Mhm. d'être en paix, de même pouvoir demander pardon à une personne dans cette vie-ci qui m'avait fait beaucoup de mal, mais finalement, c'est moi qui lui en avais fait dans d'autres vies, vous voyez? D'accord, ouais, ouais, ouais. Et on a pu se parler d'âme à âme et dès qu'on est Mhm. revenu dans nos égos, respectifs, après, bah, la communication elle est plus délicate, mais quand on Mhm. s'est mis sur la fréquence de nos âmes respectives, c'était très, très beau parce qu'on a pu se pardonner mutuellement et se libérer, se dire au revoir, en fait. D'accord, ouais, ok. Oui, bah, du coup, ça, il semble qu'il y ait une forme d'individualité qui persiste à ce moment-là, d'après votre expérience. Et c'est mon expérience. Alors Mhm. effectivement, d'autres peuvent dire que j'ai fantasmé la chose, voilà. Non, alors les propos dans les discussions que j'ai avec justement des spécialistes comme ça, c'est que ce qu'on n'est pas sûr, c'est qu'il n'y ait pas de fusion d'âme, c'est-à-dire qu'on ne soit pas, par exemple, une famille d'âmes à explorer des choses en même temps, même si l'espace-temps semble linéaire, mais quand on franchit de l'autre côté, on voit que le temps n'existe plus. Donc, est-ce qu'en même temps, on n'est pas tout un groupe d'âmes à expérimenter des choses et à rapporter Voilà, c'est un peu les discussions qu'il y a autour de cette histoire de réincarnation, sans que finalement ça ait beaucoup d'importance, parce que le fait est que sous une forme ou une autre, on a expérimenté des choses dans d'autres vies. Complètement. Et du coup, ça crée des liens d'âme et pour certains, les liens d'amour, en tout cas pour ma part, ne se brisent jamais. Mhm. Vous Et oui, pensez mais ça alors, aussi ça que c'est la notion de famille d'âme qui est vraiment très présente dans tous les témoignages. Ouais. et du coup, je pense aussi, alors là, c'est ma médiumnité qui parle, que, heu, nos chers disparus veillent sur nous. Mhm. Mais en revanche, moi, je ne les appelle jamais. Je n'appelle pas, je fais pas de consultation où j'appelle un défunt. Je sais que s'ils sont de l'autre côté, ils viendront s'ils estiment qu'ils ont un message à faire passer. Mais quoi Ouais, qu'il ouais. arrive, ils sont là et de par leur lumière, leur amour, ils veillent sur nous. Mhm. Oui, ce qu'on vraiment conforter cette idée qu'on est une équipe. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, ouais, ouais. Quelle que soit la formulation ou il y a des énergies, en tout cas, autour de nous, Bien sûr, ouais, ouais, ouais. des âmes. Moi, je vois les anges, les fées et d'autres, les guides de lumière et d'autres encore voient les mêmes choses que moi, d'autres pas du tout. Voilà, enfin, c'est propre à Mhm. chacun. Mhm. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, on n'est jamais seul et il se passe Non, autre non, chose de l'autre côté du voile. bien sûr, ouais, ouais, ça c'est clair, ouais. Si vous deviez définir l'amour, Ben, je pense que je m'y essaye hein, dans un de mes romans, Le chaman du Pacifique. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et il y a, pour moi, pour définir l'amour, il faut vraiment ajouter ce côté inconditionnel. Quand on parle vraiment de ça dans Le chaman du Pacifique, je mentionne justement les témoignages que j'ai eus où les gens qui ont vécu des expériences de mort imminente parlent de cet amour qu'ils reçoivent à ce moment-là, qui passe plus par le fil de l'ego et qui est totalement pur et inconditionnel. Et ils disent que finalement, l'amour, comme on le vit par le filtre de l'ego, c'est un peu une lumière, mais avec un variateur, et le variateur est sur le minimum pratiquement. Et que c'est impressionnant de voir la puissance de l'amour quand il n'y a plus du tout de jugement et de d'attente. mental Ouais. qui est d'attente que finalement c'est plus qu'une énergie en soi et pas une énergie conditionnée par des attentes, par une image qu'on pourrait se faire de ce que c'est l'amour, par une image de ce que doit être une relation, que ce soit une relation homme-femme
ou une relation amoureuse, ou une relation avec des enfants, ou une relation avec des amis, etc. J'ai souvent eu des échanges, moi, avec des amis qui traversaient des chagrins d'amour et qui me disaient: «L'amour fait mal». Je leur dis: «Non, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est la relation, c'est vos propres blessures». Pour moi, Bien sûr, ouais. l'amour, la fréquence de l'amour, guérit tout. C'est parce qu'il y a plus de conditionnement. Ça, c'est pour moi, c'est le véritable amour. Ouais, ouais. Mais l'amour terrestre, l'amour amoureux, c'est pas la même chose. Ben, c'est filtré. C'est C'est conditionné. filtré. Voilà. Oui, bien sûr, parce que le conditionnement, c'est. Je sais plus dans quel livre, je crois que c'est dans le Chaman du Pacifique où prends l'analogie, je dis, ouais, vous prenez l'amour, c'est une lampe, et vous mettez un abat-jour, elle est déjà plus la même, et puis après, sur l'abat-jour, vous mettez encore des post-it, encore et encore et encore et encore. Ça, c'est tous les conditionnements, tous les filtres, tous les jugements, Puis au bout d'un moment, euh, la lumière est complètement déformée. Et elle peut être, suivant le nombre de post-it, de trucs que vous avez mis, elle peut même être désagréable, alors qu'à la base, c'était la plus belle lumière qu'il existait. C'est ça. Et vous avez choisi un titre de Norah Jones pour illustrer l'amour. Oui, juste parce qu'elle a, elle a la voix de l'amour, je trouve. J'adore Norah Jones. Ouais. Elle nous fait voyager. C'est dans la fréquence, dans la vibration, on sent que. Moi, elle me transporte à chaque fois que je l'écoute et que je l'entends. Alors, on arrive à la partie féerique de cet entretien. Quelle est votre définition du bonheur? Que signifie-t-il pour vous? Et si vous aviez une recette du bonheur à partager, quels en seraient les ingrédients essentiels? Vraiment, ça tourne autour de ce qu'on a dit durant toute cette interview, c'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est une forme de liberté, c'est-à-dire, mais c'est pas une liberté, le fait de pouvoir être hors la loi ou quoi que ce soit, mais c'est d'être libre de toutes ces croyances limitantes et puis pouvoir finalement profiter de tout ce qui nous arrive avec une vision positive, avec une vision ouverte et gratifiante. C'est, et pour moi, le bonheur, c'est un réglage mental, c'est-à-dire que c'est voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vraiment la différence, elle se fait dans notre tête. C'est pas les événements qui arrivent, c'est la perception qu'on a des événements qui nous arrivent. Et ceux qui cherchent le bonheur à travers un événement extraordinaire qui pourrait arriver, et finalement ils courent après, je sais pas, en se disant je serai heureux que quand je serai riche, et puis passer toute sa vie à essayer de l'être. Puis ensuite, des fois la pire chose, c'est d'y arriver puis de se rendre compte qu'on avait une mauvaise définition. Mhm. Il y a d'ailleurs des études sur le bonheur. Il y a des études qui montrent que ce qui rend les gens le plus heureux, c'est les relations, c'est les expériences, c'est ouais, mais principalement les relations humaines. Mhm. Des relations humaines Saine. apaisées et saines, c'est principalement ce qui rend les gens heureux. Et que vous inspire la joie? La joie, c'est finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la pointe du bonheur, c'est-à-dire que c'est le sentiment qui découle du bonheur. C'est un sentiment qui est libéré de la peur. Mes amis, les jolies fées, ont un message à vous transmettre. Ah, Acceptez-vous. absolument. Alors, comme nous ne sommes pas en présentiel, face à face, je vais vous demander soit de choisir un chiffre ou un nombre entre 1 et 55, ou alors je bats les cartes et le message tombe tout seul. Alors, ok, battez les cartes. L'élévation. Nourris-toi du merveilleux et de beauté terrestre, tu élèves ainsi ta fréquence énergétique. Je pense Magnifique. qu'elles étaient avec nous. Ah oui, je pense aussi. Elles ont dû écouter. Parce que ça résume finalement tout ce que vous nous avez partagé. Oui, ouais, c'est bien à propos. Serait-ce une synchronicité? Je pense. Et puis pour aussi se manifester et dire qu'elle veille sur cette émission. Mhm. Et si je vous prêtais ma baguette féerique, à quoi vous servirait-elle? À quoi est-ce qu'elle me servirait? À partager mes livres dans le monde entier. Ça serait un chouette cadeau.
D'autant Ouais, que, comme je dis, je souhaite toujours à mes invités que leurs livres ou leur musique voyage de maison en maison, de cœur en cœur. exact, ouais. La gratitude est très importante aux yeux des fées. Mmh. Est-ce que vous lui donnez aussi une importance dans votre quotidien? Quelle est votre manière de remercier? Est-ce que vous êtes plutôt pudique ou démonstratif? Non, alors je suis plutôt pudique, mais je pratique la gratitude, ça fait partie de mon rituel quotidien. Vous aussi? Ouais, absolument. Ouais, ouais, et je veux pas commencer une journée sans réfléchir à la veille et énumérer les moments pour lesquels je veux exprimer de la gratitude. En tous les cas, c'est moi qui vous remercie, David, Avec grand plaisir, Valérie. pour votre confiance renouvelée, vos éclairages. C'est toujours intéressant, d'avoir votre point de vue, vos connaissances. Merci à vous. C'était très intéressant, très riche. Votre livre 10 minutes par jour pour penser moins et mieux est paru aux éditions Jouvence. Je mettrai évidemment le lien, dans la description. Alors, quelle chanson écoutez-vous en ce moment? C'est une chanson de James Bay, Peer Pressure. Ouais, c'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la voix de ce chanteur. Je l'ai vu en concert l'année passée à Lausanne. Et puis, cette chanson Peer Pressure, elle est souvent dans ma tête et dans ma voiture actuellement. C'est pareil, elle transporte, elle fait voyager, hein, je trouve. Ouais, ouais. Vous l'avez Hein. écouté? Oui, bien sûr, oui, Ouais. j'écoute ou je réécoute les titres parce qu'il y en a que je connais parmi les choix de mes invités, mais ce que j'aime aussi, c'est que parfois je fais des découvertes. Il y a des D'accord. morceaux, des titres, des artistes que je ne connais pas, et c'est toujours très intéressant puisque je suis. C'était le cas dans cette liste? Alors, non, il y en avait Non? que je connaissais, mais en tout cas, pour ce dernier titre, je ne connaissais pas. Ouais, ouais, il est moins connu, comme Snow Et Snow Patrol, un peu. Patrol aussi, je Ouais, connaissais ouais, pas. c'est un peu moins connu, ouais. Mais merci beaucoup pour ces découvertes. Avec plaisir. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour une autre, rencontre, peut-être. Volontiers, ouais, avec plaisir. Merci à tous de nous avoir, suivis. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. N'hésitez pas à vous abonner, à découvrir également les émissions scintillantes. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À très bientôt. Merci. Au revoir.